On m'a dit une fois, tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Et je crois que cette phrase a longtemps résonné en moi. Voyager. Voyager et aller me perdre à l'autre bout du monde. Une crise identitaire est en train de naître en moi quand je décide de m'expatrier pour la première fois. Je ressens alors une forte envie de me détacher de tout ce que la France m'a enseigné, afin de découvrir qui je suis. Je m'appelle Sonia. Je suis française, descendante d'Algériens. Si aujourd'hui me définir comme franco-algérienne est une tâche facile, cela n'a pas toujours été le cas. Lorsque j'étais plus jeune, je pensais qu'il y avait un choix à faire entre mes deux identités. Je ne me sentais jamais assez française ou assez algérienne. Si je n'étais pas assez française, alors peut-être serais-je plus algérienne en fin de compte. J'ai ressenti cette profonde envie de me rapprocher de ce que la France m'avait enlevé, la culture de mes ancêtres. Et c'est comme ça que je suis devenue, ou plutôt redevenue, algérienne et amazigh. Ouais, je sais, pour amazigh vous me suivez plus, mais soyez patients, on y viendra. J'ai alors cherché à rencontrer d'autres franco-algériens, étant à différents stades de leur quête identitaire, afin de vous donner un aperçu de ce que cela représente. Je vous embarque donc avec moi aujourd'hui, afin de rencontrer Caïn, un lycéen de 16 ans, que je rejoins dans une petite ville proche de Lille, dans le nord de la France. J'ai hâte de découvrir quelle est son expérience en tant que franco-algérien, ainsi que ses questionnements. Dis-moi, en France, est-ce que tu as déjà ressenti du racisme du fait que tu es franco-algérien ? Franco-maghrébin, pardon. Ouais, quand même. Ouais ? Plus quand j'étais petit, maintenant ça a un peu changé, mais il y en a toujours. J'en vois toujours tous les jours autour de moi, sur les réseaux sociaux, à l'école. Est-ce que c'est des insultes ? Est-ce que c'est Ouais, c'est plus des insultes. Ouais. Comme quoi ? Comme sale arabe, rentre chez toi, retourne dans ton pays, etc. D'accord, donc retourne dans ton pays alors que t'es né ici, c'est ça ? Ouais, voilà. Et comment tu le vis, ça ? Bah, qu'on me dise rentre chez toi, rentre dans ton pays, alors que c'est la France censée être mon pays, bah, ça m'énerve. Et du coup, bah, je me sens pas chez moi. Je suis pas le bienvenu, genre. Pour moi, je suis pas le bienvenu. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je me sens plus maghrébin que français. Les gens, ils vont pas dire que je suis un maghrébin ou que je suis un français, ils vont plus dire que je suis un arabe, quoi. Et le mot arabe, c'est devenu péjoratif. Donc, quand on me dit que je suis un arabe, bah, je serais pas bien vu, quoi. Le témoignage de Caïn n'est pas un cas à part. En effet, lors de mes recherches, je découvre la thèse de Hazem Amin, un professeur en psychologie, qui soutient que 68% des jeunes d'origine maghrébine ont affirmé être victimes de racisme et de rejet de la part de la société française et des Français. Et toi, qu'est-ce qui t'a permis alors de te sentir bien ici, de pas te sentir à l'écart ? Bah, ce qui m'a permis de bien me sentir, c'est de m'entourer de personnes de maghrébins. D'accord. Donc Genre, je suis entouré de ça, mes amis, c'est des maghrébins, et je me sens moins seul. Et tu penses que la solitude, ça t'a vraiment pesé dans ces moments de racisme, dans ces moments où tu te sentais le différent par tes origines ? Ouais, quand j'étais petit, ouais. Mais là, c'est plus pareil. Vu que je suis entouré de maghrébins, il n'y a pas que moi qui vis ça, donc j'arrive à passer outre. Et si je te dis que le peuple algérien, c'est un peuple métis, tu me crois quand je te dis ça ? Qu'est-ce que tu penses ? Ben non, j'ai jamais entendu ça. À partir de mes recherches, j'explique donc à Caïn que le peuple originel du Maghreb se nomme le peuple amazigh. Je lui explique que l'Algérie a vécu l'invasion arabe, la régence ottomane et le passage des Européens, auquel le peuple amazigh a résisté près de 2000 ans. La majorité des Algériens ont en fait un héritage amazigh. Ah, ben je savais pas, je viens de l'apprendre. Tu viens de l'apprendre là ? Tu savais pas qu'on était issus de ce mélange-là ? Non. Après mon échange avec Caïn, je prends conscience du poids des clichés sur la jeunesse issue de l'immigration. Des clichés qui leur enlèvent le droit de se sentir français, alors que c'est ici qu'ils sont nés.
À l'adolescence, on se cherche et le besoin d'appartenance est plus fort. Caïn a donc préféré se rapprocher de personnes qui lui ressemblent, qui le comprennent et qui ne risquent pas de le rejeter pour sa couleur de peau, sa culture ou ses croyances. On se rend aujourd'hui à Paris pour rencontrer Saïf, un étudiant en économie de 18 ans. Saïf est franco-algérien tunisien. Saïf semble déjà avoir un pied dans la recherche identitaire, notamment car il a entamé des recherches sur son héritage algérien. Par exemple, en France, on va plus me rappeler que je suis maghrébin et non pas français, alors que quand je vais chez mes cousins en Algérie, je suis le français, quoi. À aucun moment on dit c'est l'algérien, je sais pas quoi. C'est le français. Par exemple, en vrai de vrai, à BFM TV, jamais on a entendu dire quelque chose de bien sur les Arabes. C'est toujours attentat, terrorisme, des trucs comme ça. Donc les Mohamed Merah, etc. Et c'est très mal perçu, moi. D'accord, donc quand on t'appelle arabe, toi tu... Non, ça me plaît pas. Non seulement parce que c'est faux, et en plus de ça, quand on t'insulte d'arabe, ça veut pas dire que t'es une bonne personne en soi. Déjà tu dis quand on t'insulte d'arabe, c'est quasiment devenu une insulte en fait. C'est une insulte. Ouais. Sale arabe, tout ça, ça arrive, on connaît. Et qu'est-ce que c'est alors le stéréotype du sale arabe ? C'est le voleur, le terroriste, j'ai déjà dit. Tout ce qui est lié en fait de loin ou de près au crime, à la délinquance, des choses comme ça. Donc oui, c'est une insulte. D'accord. Alors tu dis, les gens à un moment donné veulent vivre comme ça. Non, dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 Attends, mais fois laisse-moi finir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Attends. Je pense que ce cliché-là va m'affecter dans ma vie professionnelle, donc plus tard. J'avais vu l'an dernier en cours qu'un Français d'origine maghrébine devait envoyer plus de CV qu'un Français, tout simplement, un Français, pour le même emploi. Donc ça, c'est quelque chose qui te fait peur pour l'avenir ? Ouais, oui, parce que ça veut dire qu'à cause de mon origine, donc de mon prénom ou bien de mon visage, mon apparence, on peut ne pas m'accepter pour les emplois auxquels je postulerai. Oui, tout à fait. Okay. C'est vrai que j'ai l'impression de jongler entre deux cultures, parce que y a une culture qui va ressortir plus quand je vais être à la maison avec ma famille, mes parents, mes frères et sœurs. C'est la culture qui est maghrébine. À partir du moment où je suis plus chez moi, ma culture française va prendre le dessus, on va dire, sur ma culture maghrébine, et je vais plus l'utiliser parce que j'en aurai plus besoin à ce moment-là, notamment à l'école. Pour moi, le terme arabe n'est pas du tout approprié lorsqu'on veut désigner mes origines, tout simplement parce que les pays du Maghreb, donc en l'occurrence l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, sont des pays qui sont issus d'un mélange entre les Arabes et des Berbères. Par exemple, mon père, moi, c'est un Chaoui, donc en fait, c'est un Berbère, tout simplement. Et j'ai appris ça par le biais de ma famille, c'est l'histoire qu'on raconte. Et est-ce que tu as l'impression que tu en sais assez sur ton héritage algérien ? Franchement, je pense pas en savoir assez. Et le peu que je sais, comme je viens de le dire, en fait, c'est des histoires familiales qu'on nous raconte. Et non, du coup, je pense vraiment pas en savoir assez. J'aimerais bien en apprendre plus d'ailleurs sur mon héritage familial, mon arbre généalogique, d'où je viens. Et voilà. Cette idée de jongler entre ces deux cultures m'interpelle. En effet, cela fait écho à un article que j'ai découvert lors de mes recherches. Écrit par Azem Amin, un professeur en psychologie, il y décrit les différentes façons de gérer la double culture en se concentrant sur les Maghrébins. Parmi ces exemples, il évoque celui qui survaloriserait la culture d'origine et à l'inverse, celui qui s'investirait plus dans la culture du pays d'accueil, mais aussi celui qui pratiquerait l'alternance des codes selon l'environnement. C'est un petit peu ce que fait Saïf au final. Il s'adapte. Mais la question que je me pose, c'est est-ce réellement sain de taire une partie de soi selon l'environnement, de s'adapter, de devoir taire une de ses cultures, une de ses identités, pour pouvoir être mieux accepté? Et maintenant, direction Bruxelles, où nous rencontrerons Malia, une étudiante en lettres de 27 ans qui s'est embarquée dans le voyage de la recherche identitaire il y a quelques années. Elle nous livre aujourd'hui son témoignage.
Oui, alors moi, c'est vrai qu'en grandissant, je me sentais pas forcément ni française ni algérienne. Et je pense que c'est quelque chose que tout descendant d'immigrés a déjà ressenti quand tu vis en France. Tu as une culture, une famille, une langue différente à la maison et une culture différente dans le pays dans lequel tu vis. Donc forcément, tu vas sentir que tu n'appartiens pas ni à une culture ni à l'autre. Je te sers un thé ? Ouais, s'il te plaît, merci. Ça va. Je pense que la société française est vraiment une société assimilatrice. En gros, il faut vraiment oublier ta culture d'origine pour t'intégrer et être vraiment française. Donc c'est quelque chose forcément avec lequel je suis pas du tout d'accord, puisqu'on te force à choisir une de tes deux identités. Et voilà, on te dit soit tu es 100% française, mais du coup pas algérienne, soit tu es 100% algérienne, mais tu n'appartiens pas à la France. Et c'est ce qui amène à ce sentiment où tu ne te sens pas ni l'un ni l'autre. Et puis aussi, je me sentais pas forcément algérienne, puisque j'avais jamais été au pays. Comme beaucoup d'enfants, certains ils vont les étés en vacances, pendant les grandes vacances scolaires. Moi, j'y allais pas forcément. La langue ne m'a pas été transmise. L'arabe, enfin le darija, le dialecte algérien, c'est une langue que je ne maîtrise pas. Donc oui, tout ça faisait que je me sentais pas non plus algérienne. Du coup, je vois que vraiment, cette recherche identitaire, ça a été un voyage pour toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie ? Je pense que ça a tout changé. Ça a changé la façon dont je me vois aujourd'hui. J'ai compris beaucoup de choses sur moi, sur qu'est-ce que c'est être française, qu'est-ce que c'est être algérienne, qu'est-ce que c'est être les deux aujourd'hui en France. J'ai réussi aussi à faire cette déconstruction de tous les clichés qu'on entend beaucoup sur l'Algérie, malheureusement surtout. Et aussi vraiment, je trouve que c'est important de faire cette distinction entre religion et culture qu'on malheureusement on regroupe dans le même panier alors que voilà, ça n'a rien à voir. Et déjà, voilà, on nous appelle les Arabes, on n'est pas Arabes, qu'on remette ça sur le... En tout cas, la majorité n'est pas arabe en Afrique du Nord, on est africain avant toute chose. Certes, on parle un arabe, donc l'arabe dialectal darija, mais je pense que c'est important de mettre les bons termes sur nous. Suzanne Oboler, une professeure à Brown University, explique à quel point l'étiquetage social peut être dangereux pour les individus concernés. Je crois que la recherche identitaire permet de se détacher de ces étiquettes sociales, car en recherchant ses origines, on finit par comprendre d'où l'on vient. Parce que oui, en tant que Maghrébins, nous sommes africains, nous sommes arabes, nous sommes amazirs. Nous sommes peut-être un peu de tout ça. Mais personne n'a le droit de choisir pour nous. Personne ne devrait avoir le droit de nous coller une étiquette à laquelle nous ne pouvons nous identifier. C'est peut-être pour ça qu'on est autant, enfin en tout cas je parle en mon nom, que je suis autant passionnée par les voyages, et que je ne me vois pas forcément faire ma vie en France, puisque peut-être que je me suis jamais sentie appartenir vraiment à la France. Je pense que c'est important de connaître son histoire, et ne serait-ce aussi par respect pour tes ancêtres. Voilà, moi je crois beaucoup aux ancêtres, et je crois que tout nous est transmis. Voilà, bon, c'est un peu un côté spirituel, mais je pense que leur souffrance également nous est transmise, et je pense que voilà, ils n'ont pas souffert pour qu'on renie nos origines et notre pays et notre culture. L'histoire de l'Algérie et de la France est horrible, et qu'on a tous dans notre famille des gens où on connaît, on a des connaissances de gens qui ont été torturés, violés, tués, et qui ont souffert pendant cette période absolument horrible. Et voilà, ça fait partie de notre histoire aussi. On ne l'a pas vécu, on a eu cette chance, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas aussi des discriminations aujourd'hui et les résultats de ce colonialisme qui n'est pas terminé finalement. Il y a encore beaucoup de souffrance derrière, et voilà, il n'y a jamais eu d'excuses, il n'y a jamais eu de... Et comment on l'aborde en classe, en tout cas, c'est survolé ou... Voilà, c'est bien maquillé, on va dire. C'est pour ça que quand on fait cette recherche identitaire et qu'on cherche ses origines, on a envie de savoir, en fait, est-ce qu'ils nous ont menti ? Pourquoi on parle mal de ton pays d'origine comme ça, alors que c'est censé être eux qui ont souffert ? Donc, comment faire pour trouver cette vérité ? C'est vrai que c'est pas facile psychologiquement, puisque déjà, il faut se déconstruire et se casser de toutes ces idées reçues que tu as eues pendant ton enfance dans ta famille, donc côté algérien, et par la France, donc ton pays où tu as grandi. Donc c'est vrai que c'est pas facile, puisque... Voilà, il y a tous ces clichés qu'il faut déconstruire. Aussi de n'avoir personne avec qui en discuter, c'est pas facile. Je découvre alors le travail de Dr Dina Butu, une psychologue canadienne spécialisée en psychologie interculturelle.
Elle évoque le stress biculturel. Cela fait référence aux difficultés que l'on peut rencontrer lorsque l'on vit entre deux cultures, qui ont parfois du mal à cohabiter. À travers ces recherches, je réalise l'impact de vivre au milieu de deux cultures, et cette potentielle double vie qu'elle évoque. Le fait de jongler entre les codes culturels peut engendrer des difficultés sur le plan psychologique. Elle explique qu'il est alors courant de se poser des questions telles que « Qui suis-je ? Où est ma place ?» Les conséquences sont multiples et varient selon les personnes. Mais de façon générale, cela peut se manifester par une faible estime de soi, de l'anxiété liée à la peur du rejet, des difficultés à jongler entre les attentes de la famille et du monde extérieur, et dans le pire des cas, la dépression et l'usage de drogue. J'ai l'impression que toi, ça t'a beaucoup aidé Instagram. Moi, Instagram, ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est la principale source d'information pour moi, ça a été pas l'école, mais Instagram. En termes d'informations sur la culture algérienne, l'Algérie en général, et puis les difficultés qu'on rencontre, les discriminations, le féminisme un peu algérien. Tous ces comptes incroyables, et vraiment ces personnes qui tiennent ces comptes, j'ai beaucoup d'admiration pour elles parce que c'est des comptes qui t'apprennent beaucoup et qui te font sentir moins seule dans ce combat en fait finalement. Ma dernière étape sera ce voyage en Algérie. Ce voyage spirituel que j'ai tant attendu. Parce que je me le suis promis, à moi, mais aussi à vous, mes ancêtres. La recherche identitaire m'a fait grandir. Elle m'a permis de me rapprocher de mon héritage algérien et de redécouvrir mon héritage amazigh. Mon père étant amazigh chaoui, j'ai compris qu'une culture, une langue et des traditions existaient autour de ce peuple. Et c'est ainsi que je suis redevenue algérienne, amazigh et française. C'est un peu long, je vous l'accorde, mais je crois que j'ai enfin résolu l'équation. To make sure your dreams come true.